Le Burkina Faso dispose d'un nouveau code du travail. Fort de 441 articles, il a été adopté par les députés après près de 475 amendements. Les détails dans un instant. Dans l'interview express de ce numéro, nous vous proposons la suite de notre entretien avec le directeur général de l'administration parlementaire afin de mieux comprendre la spécificité des services qui composent cette institution. Le vocable parlementaire, quant à lui, est consacré à l'expression paraphe. Le décor est ainsi planté. Madame, Monsieur, bienvenue dans la tribune du Parlement et merci de nous suivre. Réunis en séance plénière sous l'égide du Dr Ousmane Bougma, président de l'Assemblée législative du peuple, les députés ont adopté à l'unanimité le mercredi 6 mai 2026 le nouveau code du travail. À travers cette réforme, les autorités entendent instaurer un climat social plus équilibré et renforcer la protection de l'ensemble des acteurs du monde professionnel. Les détails avec Innocent Darankoum et Karim Sissé. C'est désormais acté. L'Assemblée législative du peuple a adopté à l'unanimité le projet de loi portant Code du travail au Burkina Faso. Une réforme majeure qui marque un tournant décisif dans la gouvernance du monde du travail avec à la clé d'importantes innovations. À partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau code, le contrat de travail à durée déterminée ne pourra plus être renouvelé plus de 2 fois. En cas de licenciement abusif, les dommages et intérêts étaient plafonnés à 18 mois. On les a fait passer, ce nouveau code les fait passer à 24 mois pour protéger les travailleurs contre les licenciements abusifs. Pour faire des grèves, l'entreprise et les travailleurs s'entendent sur un service minimum à maintenir. En cas de désaccord, c'est l'inspecteur du travail du ressort qui en décide. Saisie du dossier au fond, la commissaire des affaires générales institutionnelles et des droits humains, la KJDH, se dit convaincue que ce nouveau code du travail permettra de doter le Burkina Faso d'un cadre juridique modernisé, capable de mieux réguler les rapports professionnels, de renforcer la justice sociale en entreprise et de sécuriser durablement l'emploi. Toutefois, la Commission recommande au gouvernement de renforcer le contrôle sur les activités des entreprises de travail temporaire, d'accompagner les différents secteurs d'activité dans les négociations de leurs conventions collectives. Structuré en 10 titres, le nouveau Code du travail comprend 441 articles et prévoit 71 textes d'application. Il abroge ainsi la loi adoptée en mai 2008, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique dans l'organisation et la protection du travail au Burkina Faso. Le président de l'Assemblée législative du peuple a patronné le vendredi 8 mai dernier la cérémonie d'ouverture de la 3e édition de Pharma Expo BF, un cadre de rencontre et d'échange entre les acteurs du monde pharmaceutique. À cette occasion, le président de l'Assemblée législative du peuple a salué l'engagement des organisateurs et des participants en faveur d'un système de santé plus sûr et plus accessible. Le point dans ce reportage signé Innocent Darankoum et Karim Sissé. À cette 3e édition de la Pharma Expo BF, les organisateurs ont choisi de placer les échanges sous le thème « Accès aux médicaments essentiels et lutte contre les médicaments de qualité inférieure ». Un thème majeur qui traduit la volonté des acteurs du secteur pharmaceutique de contribuer activement au renforcement de la souveraineté sanitaire au Burkina Faso. Un engagement salué et encouragé par le président de l'Assemblée législative du peuple, patron de la cérémonie, qui a réaffirmé l'importance d'une synergie d'action pour bâtir un système de santé plus résilient et plus performant. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à travers le manifeste de la révolution progressiste et populaire, a clairement exprimé le vœu de voir se développer une industrie pharmaceutique au niveau local. Si nous avons une production de médicaments au niveau local, il en va ainsi pour la qualité des produits. À travers panels, expositions et cadres d'échange, professionnels de la santé, industriels, décideurs publics, partenaires techniques et financiers entendent proposer des solutions concrètes pour améliorer l'accès des populations à des médicaments sûrs, efficaces et de qualité.
Dans ce numéro de la Tribune du Parlement, nous vous proposons la suite de l'interview express consacrée au fonctionnement de l'administration parlementaire. Avec son directeur général Moumouni Nana, apprenons davantage sur l'organisation, les spécificités et les défis de l'administration parlementaire. Il répond aux questions de Salimata Gaïla Barou. En matière de ressources humaines, quelles sont les spécificités de l'administration parlementaire par rapport à une administration classique? La première spécificité que je voulais citer ici, c'est l'autonomie institutionnelle du Parlement. Cette autonomie institutionnelle a un impact sur la gestion des ressources humaines. Ce qui veut dire que les textes réglementaires qui sont adoptés au niveau central et comme vous venez de le dire, dans une administration classique, ne sont pas automatiquement appliqués à l'Assemblée législative du peuple, sauf si ces textes-là sont internalisés. Et ce qu'il faut également noter, c'est l'interaction politique et l'administration. Ce qui fait que les activités de l'administration parlementaire sont rythmées par l'agenda parlementaire tel que le renouvellement des législatures, le renouvellement des bureaux, des instances de l'Assemblée législative du peuple. Vous remarquerez que dans l'administration centrale, la hiérarchie est essentiellement administrative, alors qu'au sein du Parlement, la hiérarchie est non seulement politique et aussi administrative. Vous avez des directeurs généraux qui ont pour supérieur hiérarchique immédiat les questeurs. Donc vous voyez l'aspect politique. Et quand je continue avec les services du secrétariat général, vous verrez au niveau de la direction générale de la législation et du contrôle parlementaire que cet aspect-là est également présent. Il y a des agents qui sont en commission. Donc lorsque vous travaillez en commission, et votre supérieur hiérarchique immédiat en commission, vous n'avez que le président. Et lorsque vous revenez au sein de l'administration, vous avez un chef de service, vous avez un directeur et vous avez un DG. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés et quelles réformes ou innovations envisagez-vous pour moderniser l'administration parlementaire? Le premier défi ou le principal que je voulais relever ici, c'est l'informatisation de la gestion des ressources humaines. Je dis l'informatisation de la gestion des ressources humaines parce que pour une administration comme la nôtre, il n'est pas aisé de gérer manuellement les ressources humaines. Et le processus d'informatisation au sein de l'Assemblée législative du peuple est en cours. Le deuxième défi, si je peux l'appeler ainsi, c'est le problème d'évolution de carrière, du fait de la rareté des concours professionnels. En termes d'innovation, il faut noter que c'est vraiment l'élaboration d'outils modernes de gestion de l'administration parlementaire. Nous avions élaboré un arrêté portant réorganisation et dénomination des emplois à l'Assemblée législative de transition. Je dis de transition parce que les textes portent exactement cet intitulé. Donc, cet arrêté-là est venu organiser et dénommer et définir exactement les emplois à l'Assemblée législative du peuple. Il y a également que depuis 2024, nous sommes en train d'informatiser et de numériser les dossiers individuels. En termes de perspective, je voulais souligner également qu'en 2027, nous allons disposer d'un plan de formation. Il y a cette obligation pour les ministères et institutions de faire un bilan social et que nous aurons pour la première fois pour l'institution parlementaire le premier bilan social que nous sommes en train d'élaborer et que dès la semaine prochaine, cette activité-là sera mise en œuvre.
vocable parlementaire du jour, nous allons à la découverte d'une expression souvent utilisée lors des signatures de conventions et de protocoles d'accord soumis à l'appréciation de la représentation nationale. Il s'agit du paraphe. Mais que signifie exactement ce terme? Quelles sont les fonctions essentielles qu'il remplit? Honorable Bationo, chargé des relations publiques à l'Assemblée législative du peuple, nous en dit plus. Un paraphe est une signature abrégée, généralement composée des initiales d'une personne, apposée sur chaque page d'un document. Il sert à attester que le signataire a bien pris connaissance du contenu et en accepte les termes, sans pour autant remplacer la signature complète qui engage juridiquement le document. Donc, parapher un document papier consiste à apposer ses initiales en bas de chaque page d'un contrat avant d'apposer sa signature finale sur la dernière page. Cette pratique, bien que chronophage, lorsqu'un document comporte plusieurs dizaines de pages, remplit deux fonctions essentielles qui garantissent un niveau de sécurité optimal. 1. Que les signataires ont lu l'ensemble du contrat et qu'ils ne sont pas contentés de signer la dernière page. En effet, si vous apposez vos initiales sur chacune des pages, vous êtes censé en avoir pris connaissance. 2. Que le document ne soit pas modifié après la signature avec l'ajout de nouvelles pages ou l'application de certains éléments. Le paraphe a pour vocation de garantir l'intégrité de l'acte signé. De manière générale, le paraphe témoigne de l'importance du contrat car il permet de limiter les risques de litige tout en assurant la validation page par page du contenu. C'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos plateformes digitales et sur la 89.7, la radio du Parlement. Merci et à bientôt.